Émotionnel ou rationnel, en accord ou à l'opposé. Les rencontres de l'heure. Bonjour Yasmine. Bonjour Mario. Alors, les ministres de l'immigration vont se rencontrer et c'est une rencontre qui sera pas facile parce que, bon, il y a le Québec qui a son approche dans le Canada, mais il y a tout ce dossier dans le reste du Canada du partage là, des demandeurs d'asile. Il y a des provinces qui en veulent pas. La rencontre a eu lieu hier, Mario, à 19h30 et vers 22h30, elle n'était pas encore terminée. Là. Moi, j'attendais de savoir comment c'est fini cette affaire-là parce qu'elle était précédée par l'envoi d'une lettre, là, une lettre raide de la part du gouvernement fédéral, en fait signée par le ministre de l'Immigration, Mark Miller, et Dominique Leblanc, ministre des Affaires intergouvernementales, et adressée à Jean-François Roberge. Puis juste un petit passage qui dit tout, là. La lettre, elle dit « Nous vous écrivons car nous souhaitons remettre les pendules à l'heure. » Tu sais, on dirait qu'ils ont été sont frustrés contre François Legault et cette déclaration-là. Et Pelay, oui. Et ça se sent partout dans cette lettre-là qui, je dois le dire, est pas pire parce qu'elle elle donne des chiffres, elle est factuelle. C'est pas juste du ressenti ou de la vision politique. Tu sais, quand tu regardes ça, tu dis, c'est vrai que bien des choses que François Legault a demandé, il les a eues. Rappelons-nous, pour les demandeurs d'asile, la fermeture du chemin Roxham, c'est fait. L'instauration des visas pour les immigrants, finalement, les Mexiques, c'est fait. L'Inde, c'est fait. 750 millions de dollars, ça a été envoyé. Resserrer les permis de travail post-diplôme pour les conjoints des étudiants étrangers, pour le conjoint des travailleurs temporaires, c'est fait. Baisser le nombre d'étudiants étrangers, il y a un plafonnement de 300 000 à travers le Canada pour les 3 prochaines années. Alors, bien des demandes que François Legault a faites ont été, en fait, répondues. Puis là, fait qu'ils disent, on demande votre collaboration pour que tout ça puisse avoir lieu. Notamment, parlez donc à vos collègues premiers ministres conservateurs des autres provinces qui refusent de recevoir des demandeurs d'asile. Ça, c'est le bout qui est plus tiré par les cheveux. Parce que vraiment, est-ce que François Legault a un pouvoir pour convaincre, je sais pas moi, le premier ministre de la Nouvelle-Écosse qui veut pas de demandeurs d'asile? Parce que c'est un peu... Moi, quand j'ai vu tout ce dossier-là, parce que le ministre Miller a l'air vraiment le déterminé, à dire il faut qu'il y ait une répartition à travers le Canada. Moi, sais-tu à quoi j'ai pensé? J'ai pensé à cette animatrice du débat des chefs en anglais la dernière fois qui amorçait la discussion là, avec François Blanchet. On sait au Québec qu'il y a un problème de racisme. Et j'avais envie de dire, le prochain débat, il faudra qu'elle anime puis qu'elle parle du problème de racisme en Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick, en Alberta, en Saskatchewan. En fait, dans toutes les provinces, sauf 2, où les gouvernements ont dit non. Là, c'est-tu des demandeurs d'asile? Nous autres, on n'en veut pas, là. C'est exactement ça, Mario, parce que par exemple, l'Alberta ne veut pas en recevoir, le Saskatchewan, la Nouvelle-Écosse veulent pas recevoir leur part de demandeurs d'asile, ce qui se retrouve que le Québec et l'Ontario ont la part du lion. Quoiqu'au Québec, ça diminue grandement. Là, on est passé de 40% de notre part à peu près 28%. Là, ça continue de diminuer, mais c'est pas une raison pour que les autres provinces ne fassent pas leur effort. Le gouvernement, en même temps, il a donné 750 millions de dollars au Québec. Là, il y a d'autres provinces qui regardent ça et se disent, nous, on va recevoir aussi un chèque, là. Ouais. Puis je le comprends. Et là, le fédéral veut pas nécessairement s'amuser à faire des chèques à toutes les provinces. Donc, moi, j'ai hâte d'avoir les conclusions de la rencontre d'hier, là, parce qu'elle était sous haute tension suite à cette lettre-là et à la déclaration du premier ministre la semaine dernière. On va voir comment Jean-François Roberge, lui aussi, a eu une appréciation de cette rencontre-là. Est-ce qu'il va dire que le gouvernement fédéral est complètement fermé aux demandes? Si oui, quelles sont ces demandes auxquelles ils n'ont pas répondu? Parce que force est de constater dans la lettre là, que bien de demandes du Québec ont été remplies. Yasmine, évidemment, malaise, Mary Simon, puis on peut souligner, regarde, elle vient dans un organisme communautaire, une espèce de soupe populaire, là, à Lévis, rencontrer les gens, c'est sympathique, le gouverneur général qui veut se rapprocher du monde, mais à part que de dire bonjour, comment ça va, la rencontre doit toute se dérouler en anglais, dans une ville 100% ou 99% francophone, ça a l'air de quoi? C'est qu'un gros malaise. Puis moi, je comprends pas l'entêtement finalement de ne même pas essayer de parler français parce que je veux bien, à 77 ans, c'est pas le moment où tu veux commencer à apprendre une nouvelle langue. C'est plus difficile, c'est moins évident. Tout le monde n'a pas ce talent-là. Mais de te présenter à Lévis, là,
et de pas être capable d'avoir des phrases en français, de pouvoir finalement te pratiquer avant de te présenter là, sachant que le monde sont en attente, sont en écoute et qu'il y a déjà un procès en cours en passant, un procès dans la Cour supérieure pour demander finalement sa démission puisqu'elle contreviendrait aux coutumes du Canada, du bilinguisme des représentants finalement de la reine. Et ce procès-là, il va bien parce que 2 fois plutôt qu'une, le fédéral a essayé de faire rejeter en irrecevabilité les demandes, puis ils ont perdu. Ah ouais, et ils ont perdu. Fait que moi, à leur place, là, tu sais, je me marcherais les fesses serrées, là, parce que il y a un procès qui est en cours, tout le monde attend à ce qu'ils parlent français, mais non, on dirait que les informations se rendent pas à la maison mais de la gouverneure générale. Alexandre Dubé, tout à l'heure, qui a fait sa recherche, il est retourné des reportages qui avaient été faits sur 28 000 $ dépensés pour des cours de français. C'est 184 heures. C'est quasiment l'équivalent là, de 6 sessions d'université. Bon, on se demande toujours, je sais que c'est pas facile d'apprendre une langue. C'est une personne qui a vécu à Montréal. Je parle, si elle arrivait du Vietnam, tu dis, bon, c'est une langue tellement différente, ça se ressemble pas, mais elle parle anglais, quand même, qu'il y a des mots apparentés. Elle a vécu à Montréal des années, avec le français devrait pas être si étranger à son oreille. En fait, on comprend mal, là, qu'elle soit pas capable d'en parler un petit peu, là. Ben, en fait, l'idée, c'est même pas de dire qu'elle devrait être parfaitement bilingue puis qu'elle devrait maîtriser la langue de Molière comme si c'était sa langue maternelle. Mais à tout le moins être capable de tenir une conversation avec par exemple, des agents communautaires d'un organisme communautaire pour leur demander comment ça va, comment ça fonctionne chez eux, d'essayer. Écoute, on voit plus de joueurs de hockey essayer de donner des entrevues en français, même si on les comprend pas toujours, que la gouverneure générale du Canada. Ça n'a aucun bon sens qu'elle soit maintenue là. De toute manière, ce poste-là n'a aucun bon sens. Yasmine, on va avoir des détails aujourd'hui, mais qui sont déjà un peu diffusés ce matin là, sur un élargissement de cet accès. Le gouvernement veut réduire les listes d'attente en chirurgie. Et là, on élargirait l'utilisation de cliniques privées dans plus de types de chirurgie. Et là, on parle de privés payés par le public, là, de privés, mais où le client ne paye pas. Là, il présente sa carte. Et ça va être, on parle de 19 chirurgies de plus qui seraient autorisées. Puis ça, là, c'est des ententes entre les établissements de santé et leurs cliniques privées, cliniques médicales là, privées locales. On leur permet de faire des ententes sur 19 chirurgies de plus qui n'étaient pas dans la liste initiale. Puis c'est une recommandation de la Fédération des médecins spécialistes et du Collège des médecins que d'élargir finalement le recours au privé pour diminuer les listes d'attente parce qu'on le sait, les listes d'attente depuis la pandémie là, ont explosé puis on n'est pas capable de reprendre notre souffle. On me dit que c'est à coût nul. Donc, évidemment, que le gouvernement ne paierait pas de manière supplémentaire, ce qui ferait en sorte que les blocs chirurgicaux des hôpitaux pourraient être concentrés sur des opérations plus complexes, plus importantes, qui requièrent des hospitalisations après chirurgie plus longues. Or, là, on fait juste élargir la liste des chirurgies d'un jour. Finalement, là, tu sais, les chirurgies où on rentre puis on reste moins de 24 heures dans la clinique. Moi, je pense que c'est une bonne chose de pouvoir profiter de tous les talents, de toutes les compétences, de tous les réseaux, de manière à améliorer la vie et la qualité de vie des citoyens qui croupissent dans les listes d'attente chirurgicales. Là. Ouais, mais moi, tu connais ma philosophie, moi je suis 100% d'accord avec ça, mais je trouve néanmoins, si j'étais un gestionnaire, un responsable syndical du secteur public, un peu plus hostile au privé, je me poserais des questions quand je vois une nouvelle comme celle-là. Moi, exemple, j'ai des médecins qui m'ont déjà expliqué, là, mettons une journée, c'est 8 à 5. On parle pas de travailler jusqu'à minuit, mettons un 8 à 5. Dans le privé, mettons dans sa journée, il va faire 7 chirurgies. Ou 6. Dans le public, le même chirurgien, là, les mêmes mains, là, le même chirurgien, va en faire 3. Ben oui. Pourquoi? Ben là, parce qu'au public, tout est régi par la convention collective, les pauses syndicales. La journée de 8 à 5, ben pas de 8 à 5, de 9 à 2h30. À 4, c'est ça. Parce que là, à 2h30, 3h moins quart, tu peux pas en commencer une nouvelle, elle sera pas finie à 4h. Fait que là, si elle n'est pas finie à 4h, tu rentres dans du temps supplémentaire, le DG, lui, veut pas payer de temps. Il y a un point de rupture où tu dis, si j'étais, moi, un adepte du secteur public, plutôt que de chialer contre le privé, je me dirais, mais qu'est-ce qu'on change?
Comment on fait pour que notre secteur public devienne centré sur le besoin du patient? Puis là, on a des listes d'attente, puis des patients qui ont mal à quelque part, puis ils veulent être soignés. Puis nous, on est aussi bon que le privé. Nous autres ici, on va en faire 6 dans la journée. On a notre chirurgien qui est disponible. Nous autres ici, on va y en faire 6 dans la journée parce que une grande partie de l'explication est là. Les gens qui se demandent comment ça se fait qu'on va au privé, mais une grande partie de l'explication est là. L'inefficacité du secteur public. Parce qu'on a l'impression que c'est plus la convention collective ou des règles bureaucratiques qui mènent que le besoin du patient. Ben, et c'est la crainte que finalement l'hôpital public devienne juste un hôpital pour les chirurgies les plus complexes qu'on va en faire 2 par jour parce qu'elles sont plus complexes, alors que ce qui fait mal finalement à la population et ce qui est le plus courant, c'est la hanche, la cataracte, la septorhinoplastie, c'est mettre des tubes à son enfant. Et par exemple, mettre ses tubes à son enfant, ça fait partie de cette nouvelle liste-là qui va être publiée dans le règlement d'aujourd'hui. Moi, j'ai vécu dans ce cauchemar-là en début d'été, là, Mario. C'est difficile d'avoir accès ou une date pour mettre des tubes à ton enfant, là. Quand ton enfant il a un retard langagier puis qu'ils te disent on va te rappeler dans 2 mois, 2 mois et demi, puis qu'il a 20 mois, c'est beaucoup de temps pour accumuler ce retard. Fait que tu fais quoi? Ben, tu te retournes vers le privé. Tu y vas, puis tu payes des sous, puis tu le fais. Ouais. Yasmine, merci. À demain. Bye bye.